Bonjour, ravi de vous retrouver sur Europhilo pour un nouveau cycle de discussion à l'issue de cette période estivale, que je place ici sous le signe de l'interrogation suivante: Union européenne, fédéralisme ou absolutisme? Voilà, c'est l'objet de notre échange de ce jour. À la lecture de vos livres, on se rend compte que l'Union européenne est obsessionnelle. Elle poursuit ses cycles de poussée de pression qui, si je vous suis bien, n'ont pas tant pour but de fédérer ses membres, ses États membres, que de les supplanter en tant qu'État, en tant que super-État. Vous démarrez votre dernier ouvrage, La déconstruction européenne, en présentant la boîte à outils de l'Union, qui est finalement plutôt légère. 3 outils seulement: subsidiarité, gouvernance multiniveau et le couple diversité-non-discrimination. Comment ces 3 notions sont-elles pour l'UE des leviers d'extension de l'emprise de Bruxelles sur ses membres? Eh bien, en fait, c'est le fruit d'une longue expérience, puisque le traité de Rome va avoir 70 ans sous peu, ne l'oublions pas. Alors, c'est désormais quelque chose de bien rodé et de poli par l'usage. L'Union européenne a 3 cibles: les États, les échelons de pouvoir locaux au sein de ces États et les populations nationales. Et tout simplement, elle a mis au point 3 outils en correspondance, et chacun a sa cible assignée. Alors il s'agit d'une panoplie minimaliste de formules clés qui ont fait patiemment leur travail de sape et sont encore à l'œuvre. Alors ils sont à l'œuvre, numéro 1, envers les États membres d'abord, bien sûr, qu'il a fallu maîtriser tout en leur donnant l'impression que l'intervention européenne était une nécessité et non une dépossession. C'est ce qui est visé par la notion emblématique de subsidiarité et l'acception toute personnelle et univoque qu'en fait l'institution. En fait, l'Europe prétend n'agir que parce qu'elle peut mieux faire que les États individuellement, pris un à un, individuellement, et puis aussi parce que leur parole en tant qu'État était engagée dans les traités et que la bonne exécution des traités justifie telles et telles actions de l'Union européenne. C'est ce qui est récité à longueur de journée et qui, à force de répétition, finit par paraître imparable. Donc ça, c'est la première cible, les États. Deuxième outil, deuxième cible, envers les collectivités locales, qui, dans l'esprit de l'UE, constituent d'excellents auxiliaires de l'avancée européenne et du grignotage des prérogatives des États membres. Les villes, les régions, sont des sortes de contre-pouvoirs issus des mouvements de décentralisation de la fin du siècle dernier, des années 80, et qui amoindrissent l'autorité exclusive et sans partage des États-nations traditionnels. C'est en ça que ça intéresse l'Union européenne. Elle en joue, et c'est le rôle qui est imparti à la notion dans sa bouche, dans la notion de gouvernance multiniveau. L'Europe se débrouille pour faire déverser quantité de ressources en région, dans les métropoles, dans les villes, et au sens de feindre, fin de prendre appui sur les desiderata des échelons locaux, surtout lorsqu'il s'agit de contraindre les États. Alors les collectivités locales voient dans l'Europe une sorte de mécène et même un ami. Elles s'illusionnent même en ayant l'impression de compter dans l'orientation et la prise de décision qui se fait au niveau de l'UE, alors qu'elles ne sont que des éléments manipulés par Bruxelles et en réalité subornés avec de l'argent public prélevé sur les États, donc en fait sur les populations européennes. Troisième outil, troisième cible, et bien enfin, le dernier, les ressortissants des États membres, les ressortissants nationaux, c'est-à-dire le corpus des populations, des différentes populations autochtones historiques, dont l'UE s'emploie à casser la relation d'exclusivité avec leur État grâce à la promotion, à la double promotion de la diversité et de la lutte contre les discriminations. Alors je l'ai dit, je le montre, l'UE est à la fois migrationniste, en ce qu'elle encourage les migrations intra-européennes,
C'est-à-dire, la devise, c'est circulez et établissez-vous au gré du marché et des opportunités. Vous êtes tous des citoyens de l'Union. Donc vous, Français, Italiens, Espagnols, etc., tout ça n'a plus de réalité. Vous pouvez circuler et vous établir librement au sein de cet espace européen qui a été formé sous l'égide de l'Union. Donc ça, c'est son aspect migrationniste. Et elle est également immigrationniste. La preuve n'est plus à faire. Là, les ressortissants que l'on accueille, il y a des plans d'accueil de volume de population extérieure non européenne. Ce sont ce qu'on appelle les ressortissants des pays tiers et qui, une fois devenus résidents européens, finissent eux aussi par être assimilés à des citoyens de l'Union de fait. Donc, en résumé, avec ces trois seuls outils et leur usage généralisé, vous disposez de moyens opérationnels de mise au pas de toute velléité de souveraineté nationale des États adhérents. Je crois qu'une fois qu'on parvient à décrire précisément ce mécanisme de manière argumentée, eh bien normalement sa logique devient évidente pour tout un chacun. Et alors, nous avons sous les yeux l'épreuve quotidienne de sa redoutable efficacité. Vous montrez que le Parlement européen est devenu un idiot utile de l'institution, cherchant à donner plus de pouvoir à la Commission, tout en réclamant plus de considération et de prérogatives pour lui-même. Pouvez-vous éclaircir ce caractère paradoxal ? Oui, le Parlement européen est en quelque sorte l'alibi de démocratie représentative de l'institution européenne. Je rappelle qu'au départ, lorsqu'il s'appelait Assemblée, n'y siégeaient que des députés issus et désignés par les parlements nationaux, et donc délégués et non élus directement. Donc il n'y avait pas de démocratie représentative directe, si vous voulez, dans le mécanisme de l'Union. C'était une sorte de démocratie représentative dérivée, à partir de députés nationaux, eux, élus par suffrage, puis délégués à Strasbourg, obtenant ainsi un double mandat, leur mandat national de députés nationaux et le mandat de députés siégeant à Strasbourg au titre de l'Europe. Les formes de la démocratie représentative ne datent en fait que de juin 1979, avec les premières élections dites européennes, qui gardent encore aujourd'hui une composante nationale, puisque le nombre de sièges à pourvoir pour l'ensemble du Parlement varie en fonction des États membres, entre 6 députés pour Luxembourg, Malte et Chypre, qui sont les plus petits membres, et 96 à l'opposé pour la seule Allemagne. Et je rappelle que la France n'en a que 81 en ce qui la concerne. Mais attention, quoique élus dans chacun des 27 pays, ces eurodéputés ne sont plus officiellement des représentants du peuple de leur État d'origine, mais ce sont tous des représentants de quoi ? Des citoyens de l'Union, ce qui est sensiblement différent. Et là réside une première confusion pour le public, parce qu'un député européen élu en France n'est pas un député français à Strasbourg, mais un eurodéputé représentant la part des citoyens de l'Union résidant sur la circonscription électorale du nom de France. Je crois qu'il faut bien comprendre la différence majeure que cela signifie. D'ailleurs, rien ne doit rappeler en séance au Parlement son appartenance nationale à cet eurodéputé. Je fais une rapide parenthèse en évoquant une récente polémique qui est pour moi significative. C'est la décision symbolique d'inclure au titre du règlement intérieur du Parlement européen, qui a d'ailleurs été confirmé par un arrêt de la Cour suprême, de la CJUE, de la Cour de justice de l'Union européenne, un arrêt de fin 2023, eh bien d'inclure quoi ? L'interdiction à tout eurodéputé de faire figurer aucune référence à un drapeau ou à une bannière nationale sur son pupitre dans l'enceinte du Parlement. Donc, c'est-à-dire, hors de question de mettre même un tout petit drapeau français ou italien ou allemand pour l'eurodéputé issu de France, d'Allemagne ou d'Italie, même si c'est à côté du même petit drapeau avec la bannière étoilée, non. C'est absolument proscrit. Tout rappel à une filiation nationale est proscrit, et c'est un souci du détail qui, à mon sens, en dit long.
Alors, quoi qu'il en soit, l'instance parlementaire européenne, en tant que structure, est traversée par un courant, je dirais, parlementariste, qui verrait bien fonctionner l'Union sous un régime d'assemblée auquel le Parlement donnerait le diapason. Alors, quelles en seraient les caractéristiques? Tout d'abord, le responsable de la Commission proviendrait de ses rangs, des rangs du Parlement, et serait tout simplement le candidat tête de liste du parti ayant obtenu le plus de voix aux élections européennes. Ensuite, l'ensemble de la Commission serait soumise au vote de confiance et responsable de ses actes devant le Parlement. Et enfin et surtout, en tant que Parlement, il aurait l'initiative des actes législatifs. Voilà, en gros, brosser les principales caractéristiques d'un régime parlementaire appliqué à l'Union européenne. Or, vous le savez, la réalité est tout autre. Si je reprends ces trois éléments, on a la preuve dans la réalité que c'est l'exact contraire qui est à l'œuvre et en pratique à l'heure actuelle. Madame Leyen n'était pas une eurodéputée en 2019 et ne l'était pas plus en 2024 lors de sa reconduction à la tête de la Commission. Question de responsabilité de la Commission, aucune motion de censure de la Commission n'a jamais abouti en près de 50 ans d'existence, et la toute récente tentative qui a eu lieu avant l'été de faire une motion de censure n'a pas échappé à cette règle. Elle est d'ailleurs passée, cette motion de censure, totalement inaperçue, si ce n'est en France, et encore pour des motifs de politique interne. Et enfin, troisième point, l'initiative des actes législatifs est toujours le fait exclusif de la Commission. Alors on est loin d'un régime d'assemblée ou même du simple principe de la séparation des pouvoirs. Et effectivement, je parle d'un rôle d'idiot utile du Parlement européen qui, dans une quête éperdue de plus de prérogatives allant dans son sens, dans son souhait, dans le sens de ses souhaits, se fait en fait le chantre de plus d'union et d'une révision des traités, mais en réalité travaille par ses propres résolutions en faveur de la Commission, rebaptisée l'exécutif, concourant ainsi paradoxalement au renforcement de la puissance centralisatrice de cette dernière, de la Commission. En résumé, c'est bien le Parlement qui se fait finalement le plus ardent défenseur de la centralisation européenne, ce qui est finalement un comble venant d'un Parlement. Vous dénoncez l'illusion de démocratie délibérative à travers les pétitions citoyennes et l'eurobaromètre. Cette mise en scène encadrée a-t-elle un réel impact sur la légitimité de l'Union européenne auprès du peuple? Oui, en fait, la démocratie dite délibérative, c'est un peu le pendant populaire de la démocratie représentative. Il y a les députés et puis il y a la population. Donc la démocratie représentative, ce sont les députés. On vient de parler de cette créature bizarre qu'était le Parlement et de son mode de fonctionnement qui finalement va dans le sens contraire de ses propres intérêts. Et là, vous évoquez la question de la démocratie délibérative. Il faut bien convenir que les populations témoignent d'un détachement plutôt manifeste des scrutins européens, parce que le taux de participation est dans chaque pays plus faible pour les élections européennes que pour les élections nationales. Et pourtant, il faut faire illusion quant à l'assentiment populaire derrière la structure européenne. Et c'est donc le rôle qui est dévolu, en premier lieu, aux enquêtes d'opinion du type Eurobaromètre que l'institution agite régulièrement comme preuve à l'appui de sa légitimité. Alors ces enquêtes de commande sont confiées au leader mondial privé du sondage, la firme Cantor, avec un K, dont la direction pour le continent se trouve par un heureux hasard à Bruxelles même, je serais tenté de dire à la source des commandes. Alors il faut voir les intitulés de ces soi-disant enquêtes, qui sont aussi racoleurs que ridicules, et surtout les pourcentages allégués, qui dépassent les scores électoraux des spots les plus autoritaires. Ce qui importe en fait, c'est de pouvoir dire plus de 95% des Européens sont favorables à telle ou telle intervention de l'Union sur tel ou tel sujet qui est, au moment où sort l'enquête, précisément au feu dans les bureaux de la Commission au moment de la réalisation de l'enquête. Alors, c'est une méthode, c'est une technique, c'est
cela fait partie d'une procédure, je suis tenté de dire. Alors je fournis dans le détail plusieurs exemples édifiants et qui seraient purement comiques si les enjeux et les conséquences n'étaient pas aussi graves et préoccupants. Donc ça, c'est la partie Eurobaromètre enquête d'opinion. C'est ensuite le miroir aux alouettes des pétitions citoyennes, qui sont baptisées ICE, au sens de Initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire un dispositif prétexte, aussi complexe que sans effet concret. Le but est simplement d'apporter à l'Union un vernis démocratique de participation citoyenne. On retrouve d'ailleurs la même technique en usage et à l'œuvre au sein des gouvernements nationaux contemporains, dont l'autorité et l'efficience sont de plus en plus chancelantes. On consulte, on associe, on concerte, et puis au final, on noie le poisson. Signalons enfin cette nouvelle modalité de mascarade qui consiste à mettre en jeu des panels citoyens, c'est ça l'expression consacrée, des panels citoyens, c'est-à-dire à orchestrer des sortes de tirages au sort d'individus pris dans la population et judicieusement mis en scène lors des prises de décision qui font grincer les États membres, où il y aurait de l'opposition manifestée par les États membres, si tant est qu'il y en ait encore, comme par exemple en matière budgétaire, lorsque l'Union ferraille pour avoir plus de budget et surtout plus de ressources en propre, ce qui est actuellement le cas pour la préparation du prochain budget qui courra de 2028 à 2034. Alors, ces quelques élus du hasard, ces panels citoyens, sont de commodes figurants pour travestir en volonté populaire la décision qui est en fait solitaire et arbitraire de l'institution européenne elle-même de grossir ses propres moyens d'intervention au détriment des États, ce qui signifie au détriment de leur population, puisque, je le rappelle, l'Union ne crée pas de valeur et que chaque euro public ne provient jamais que de la poche des citoyens d'Europe. Ne l'oublions pas. Vous insistez sur le fait que la structure européenne n'a rien de fédéral et est bien au contraire très centralisatrice. Elle fait comme si elle agissait à minima, uniquement désireuse d'assurer l'harmonisation du fonctionnement entre ses différents membres, et vous citez par exemple le Règlement sur une Europe interopérable qui instaure l'interopérabilité transfrontière des services publics, santé, fiscalité, permis de conduire. En quoi constitue-t-il, selon vous, un outil de centralisation supplémentaire par et pour Bruxelles? Bien, la reconnaissance mutuelle des titres et des droits ou l'harmonisation invoquée ne sont en fait, vous vous en doutez, qu'un faux prétexte. Parce qu'il était possible de conduire chez nos voisins avec un permis français bien avant le permis européen papier et bien avant la réforme de 2013 qui prévoit le remplacement de tous les cartons roses par un modèle à puce et au format carte de crédit qui devra être effectif à date butoir de 2033. Mais même ce cas d'uniformisation du document est le prétexte à des dispositions insidieuses qui ne sont pas anodines et font question, même si aucun débat public ne s'en fait l'écho. Alors j'en veux pour preuve le fait que lors de l'adoption de la réforme de 2013, il avait été dit que le titre permis, c'est-à-dire la carte elle-même, et non le droit qu'elle atteste, aurait une validité, à partir de cette réforme, une validité de 15 ans, afin de permettre l'actualisation, par exemple, de la photo du titulaire, ou de tenir compte d'un éventuel changement d'adresse, comme il y a une durée de validité pour la carte d'identité ou le passeport. Or, les dernières dispositions européennes qui ont été adoptées ce printemps, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler non seulement ici, mais sur d'autres médias, tendent maintenant vers une validité limitée non plus seulement du titre, mais du droit lui-même. Il ne s'agit plus de renouveler simplement une carte, mais de s'assurer du maintien du droit de conduire, qui sera conditionné au passage d'un examen médical d'aptitude tous les 15 ans et même tous les 5 ans pour les plus de 65 ans. Ce sont des modalités qui sont déjà effectives dans certains États membres comme le Portugal ou l'Italie.
Et tout cela a été décrété depuis Bruxelles au motif de la sécurité routière. Alors vous voyez déjà que l'harmonisation s'effectue suivant une impulsion centrale qui est le fait de l'Union, de l'UE, assortie de prescriptions et d'orientations voulues par Bruxelles et qui ne sont pas neutres du tout. Notamment le désir, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, ce désir de réduction des flottes automobiles dans l'avenir, c'est-à-dire qu'il y ait de moins en moins de voitures en circulation. Alors il est bien évident que si vous dissuadez des gens de conduire, ou même si vous trouvez un moyen de les priver du droit qu'ils avaient acquis jusque-là, eh bien vous les mettez littéralement à pied et vous parvenez ou vous parviendrez à votre objectif de réduction du parc des automobiles en circulation, CQFD. Mais au-delà de ce cas, le problème fondamental est en fait la multiplication sur tous les thèmes de cette fameuse interopérabilité, qui connaît une accélération ces derniers temps en raison de la numérisation des données et de la possibilité de requête et d'analyse de données massives, d'analyse de données massives, c'est-à-dire d'une énorme masse de données. Bref, il ne s'agit pas, comme c'est officiellement prétendu, de faciliter la vie du particulier en simplifiant son usage de documents de justification entre différents États lorsqu'il circule. Il s'agit en fait de ménager un accès élargi et systématique à des bases de données personnelles pour les exploiter, y compris financièrement, comme dans le cas des données de santé. On a désormais affaire à ce qui s'appelle dans le jargon des espaces européens communs de données, c'est la terminologie officielle qui est employée, auxquels bien sûr ces espaces européens communs de données, auxquels bien sûr la Commission a une complète souveraineté, pour lesquels elle a une complète souveraineté d'accès et dont les États doivent lui rendre compte très régulièrement. En d'autres termes, la Commission est le point de convergence non seulement des bilans statistiques, mais encore de toutes les données à caractère personnel. Et la liste des thématiques accessibles est un fleuve, parce que nous transpirons collectivement la donnée. Alors cette centralisation européenne est présentée comme au service de l'usager européen pour lui simplifier l'existence. Or, si je reviens par exemple sur le sujet santé, sur la thématique santé, je ne crois pas que le cas très hypothétique d'une éventualité pour moi de consultation médicale en Grèce ou en Italie justifie que l'intégralité de mon dossier médical transite à mon insu sur des serveurs privés, parce que je rappelle quand même que l'opérateur du dossier médical digital en France est un certain Microsoft, donc que ça transite à mon insu sur des serveurs privés, et que ce soit finalement dans les mains d'un organe central qui aura toute liberté pour agréger ces données et effectuer prospections et requêtes, et qui compte ouvertement tirer profit de ce qu'il appelle lui-même l'économie des données, sur mon dos et sur celui de mes compatriotes. Alors il faut bien réfléchir à cela avant de céder à l'argument fallacieux de la prestation de services, de la fluidité et de la praticité du tout numérique. Vous expliquez comment l'UE, après avoir démantelé les monopoles publics, énergie, transport, poste, télécommunications, se pose en plus maintenant en prescriptrice de contenu de formation, Académie européenne, micro-certification. Quelles conséquences cela entraîne-t-il pour la souveraineté éducative et professionnelle des États ? C'est une dynamique d'accaparement et de centralisation qui est à l'œuvre de manière rampante, encore une fois sous couvert des meilleures intentions du monde. La liberté de circulation et d'installation des travailleurs et des diplômés plaide en faveur de l'intervention de l'UE pour la reconnaissance et l'harmonisation des diplômes dans un espace qui est prétendu unifié, même si cet espace est toujours porteur de 24 langues officielles différentes et de systèmes à la fois fiscaux et surtout sociaux totalement différents. Alors vous voyez que j'ironise, et il faut d'ailleurs s'abstenir de développer l'argument linguistique à trop haute voix, car cela risquerait d'encourager l'institution européenne à finalement établir que la logique de la modernité appelle un anglais généralisé en toute chose et en tout lieu,
ce qui serait beaucoup plus pratique et économique. Finalement, il ne faut pas trop évoquer ce point parce que sinon on va nous objecter qu'il n'y a qu'à y avoir une langue unique, l'anglais, et tout sera parfait. Aux yeux de l'Union, vous l'avez compris, toute exclusivité à caractère national doit être abolie, purement et simplement. Alors pour revenir à cette affaire de formation et de diplôme, l'institution européenne évite évidemment de heurter les États et les susceptibilités de manière trop directe et frontale. Alors elle trouve dans ses préceptes verts l'occasion de s'insinuer dans les affaires pédagogiques sur certains sujets pour la bonne cause. Alors ce fut le cas avec les académies du solaire dans le registre des énergies intermittentes au motif des objectifs que s'est collectivement assigné l'Union par le pacte vert. Il faut bien s'assurer que soient formées les petites mains qui viendront installer les coûteuses cellules photovoltaïques sur vos toits et les exorbitants systèmes de batteries et de régulateurs qui sont fabriqués en Chine et dont on va encore faciliter la venue sans retenue en Europe dans de prochains accords de libre-échange, tout en ayant clamé le contraire pendant des mois et des années. Bon. Et maintenant, c'est la même chose qui opère en contexte de paranoïa géopolitique généralisée avec les fameuses académies de la cybersécurité. Bien sûr, l'Union européenne n'envisage pas d'ouvrir ses propres écoles et de recruter ses propres enseignants, mais de formater les contenus informationnels, les maquettes pédagogiques, de valider et d'habiliter les organismes de formation et de délivrer son sceau et sa certification à tout établissement œuvrant dans le secteur retenu. Cela revient donc pour l'UE non seulement à mettre un pied dans un domaine qui est jusque-là prérogative nationale exclusive, mais en outre à rentrer en compétition de manière asymétrique avec les ressources éducatives nationales antérieures, ne serait-ce qu'en raison de cette échelle européenne que l'Union est la seule à incarner et qui deviendra un standard englobant de fait par rapport à des systèmes nationaux éclatés. Or, dans tout sujet, dans tout kit pédagogique, tout kit pédagogique fabriqué par l'Union européenne, eh bien, les préoccupations annoncées ne sont pas que d'ordre strictement technique. L'Union prétend aussi distiller ses valeurs morales quant à la diversité, quant à l'égalité des genres, quant à je ne sais quelle autre forme de choix de société tout à fait particulier dont l'Union est le vecteur, et l'argument éducatif et professionnel se double en fait d'un acte militant et prosélyte de Bruxelles. On n'est plus dans de la pédagogie stricte, mais dans de l'idéologie. On dirait que ce n'est pas la première fois dans ce domaine, mais il est quand même bon de signaler que cette intervention européenne se fait au motif technique, mais s'accomplit avec des impératifs moraux et idéologiques qui sont propres à l'institution bruxelloise. À l'issue de vos analyses, vous concluez que l'UE agit comme un super-État en tant qu'administrateur, contrôleur général et receveur. Pourriez-vous illustrer par un exemple concret la conjonction de ces trois dimensions dans un même projet européen? Oui, ce qui prime pour moi, c'est de bien accentuer sur le fait qu'il y a une substitution au rôle des États qui est pratiqué par l'Union européenne, dans le sens d'une centralisation beaucoup plus poussée et qui est aux antipodes de la notion de fédéralisme. Alors, vous me demandez une illustration, mais nous en avons déjà eu une démonstration éloquente, non seulement avec les doses injectables de la période Covid, et je ne rentre même pas dans les sujets des modalités scandaleuses de la conclusion du contrat Pfizer et du montant des détournements, gratifications et autres malversations des uns et des autres. Mais au-delà de cette histoire des doses injectables, je crois qu'on a encore une plus grande illustration avec la décision de l'endettement inouï qui a succédé dans le fameux plan Next Generation EU, Next Gen EU, qui porte sur plus de 800 milliards d'euros, qui a été conclu dans la foulée de l'épisode pandémique, et dont le remboursement doit s'étendre, accrochez-vous, jusqu'en 2058, dans le meilleur des cas, jusqu'en 2058.
Et le même chemin, donc sur ce plan exorbitant, et le même chemin est pris actuellement avec le soi-disant budget défense et l'aide qui est unilatéralement et de façon totalement inouïe déterminée dans le conflit ukrainien en faveur de l'Ukraine. Alors, non seulement cela ficelle des États qui sont déjà copieusement endettés, ça, pas besoin de faire un dessin, vous êtes parfaitement au courant, mais je veux quand même préciser que ces États qui sont endettés, ça les ficelle encore plus, puisque pour obtenir quelques subsides européens, qui sont en fait issus de nos propres prélèvements, il faut coller aux différents critères voulus par la Commission et obtenir systématiquement son aval. Parce que je rappelle, ça les gens ont tendance à l'oublier, alors que c'est important, c'est essentiel même, l'Union européenne ne pratique que des cofinancements. Quand on parle de financement européen, c'est pas du financement européen, c'est du cofinancement européen. Et donc l'Union ne pratique, n'abonde sur des programmes qu'à hauteur maximum de 30% du montant de l'opération. Cela veut dire que si vous espérez obtenir 1 euro d'aide européenne, cela veut dire que vous avez déjà provisionné 2 euros d'une autre source ou par une autre voie. Donc vous comprenez bien que c'est bien ça. Non seulement l'Union s'arroge la nature des programmes et l'allocation des dépenses des États, au mobile du fait au prétexte qu'elle finance ces orientations, mais en fait elle ne finance pas puisqu'elle ne fait que redistribuer de l'argent qu'elle a déjà pris aux États. Mais en plus, ces États sont doublement ficelés, puisque pour pouvoir récupérer un peu de cet argent qui leur a été prélevé, ils doivent en plus provisionner 2/3 des montants de l'opération, donc tirés d'ailleurs, c'est-à-dire de leurs propres ressources, d'autres taxes, etc., qui ne sont pas dans le budget européen. Donc il faut quand même bien comprendre cet élément. Mais il faut également y ajouter le fait que la multiplication de ces opérations d'endettement justifie une charge encore plus lourde de la structure sur les États membres. C'est-à-dire que tout est en faveur de l'augmentation du budget lui-même de l'institution européenne. Alors, en particulier pour les contributeurs nets, bien sûr, c'est-à-dire ceux qui donnent plus qu'ils ne reçoivent de l'Europe, France et Italie pour l'essentiel. Pourquoi je mets l'Allemagne de côté? Parce que l'Allemagne, qui est officiellement contributeur net, parvient toujours à bénéficier d'un régime spécial ou d'une remise sur l'argent qu'elle a donné. Donc bon, je le mets à part. Mais donc c'est une charge qui est à la fois directe, on va grossir la contribution apportée par les États au budget de l'UE, mais c'est aussi une charge indirecte puisque l'Union européenne milite pour percevoir de nouvelles ressources en propre, c'est-à-dire quelque chose qu'elle prélèverait directement, ou qu'elle prendrait sans qu'il s'agisse d'une contribution des États, mais elle le prendra quand même dans les États et au sein de la population et des acteurs de chacun de ces États, comme c'est le cas pour la taxe sur les emballages plastiques non recyclés. Donc ça, le montant de cette taxe part directement et intégralement à l'Union européenne et alimente directement son budget. C'est une ressource en propre. Et ce devrait être le cas également pour le prochain MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est une sorte de taxe carbone sur les importations de produits qui viennent d'en dehors de l'Europe. Je le détaille dans les productions, ce n'est pas le lieu ici. C'est-à-dire qu'au final, si on cumule tout, l'institution pèse de plus en plus sur les populations européennes. Pourquoi? Pour se garantir d'exister. Et nous vivons en ce moment, je le disais tout à l'heure, les premières négociations du budget qui vaudra pour la période 2028-2034. Et le moins qu'on puisse dire, au vu de ce qui est déjà produit, c'est que l'institution n'a pas perdu son appétit. C'est là l'essentiel et les gens doivent le mesurer. Tout ce qui est agité à l'échelon national n'est que manège de pantin et amusement de gogo. Parce que notre tonte, la tonte des moutons, notre tonte en tant que membre du troupeau, se décrète à Bruxelles. Et encore, ce que j'évoque là,
Pour le moment, il ne s'agit que de ce qui nous est et nous sera prélevé par impôts et taxes. Mais je suis désolé de devoir le dire et le répéter, car nous sommes trop peu encore à le réaliser, le poids du gantelet européen sera encore plus sensible lorsqu'avec l'euro numérique, l'institution aura en plus la haute main sur l'allocation du peu de moyens dont nous disposerons encore en tant que particuliers. Là, j'évoquais la question de taxes et d'impôts, de prélèvements. Mais avec la mise en place d'un euro numérique, d'une monnaie numérique de banque centrale, l'institution aura en plus la main sur ce qui nous reste à disposition comme argent, sur ce que nous avons de nos revenus, sur ce que nous avons de notre épargne, sur ce qui nous reste encore après prélèvement de taxes et d'impôts. C'est-à-dire qu'elle aura une forme de regard systématique et qu'il y aura une forme de conditionnalité sur ce que nous prétendrons acheter, sur les déplacements que nous envisagerons de faire, sur la taille du logement que nous souhaiterons occuper, etc., etc. La liste du regard, des points de regard de l'Union européenne est infinie et concerne l'intégralité de notre vie en tant qu'individu libre. Avis aux amateurs. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire les ouvrages et à suivre nos vidéos sur Europhilo. Nous en terminons aujourd'hui et je vous invite à partager l'ensemble de ces vidéos, à les relayer, à les commenter et surtout, suivant notre formule, en toute occasion au quotidien, soyez vigilants. Je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un de nos rendez-vous prochains sur Europhilo.